Bah vous me dites, on y va. C'est parti. C'est parti? Que pensez-vous de cette citation? Faire de la bande dessinée, c'est comme voir ses rêves. Chris Ware. Putain, les rêves de Chris Ware, si c'est ça, alors c'est horrible. Mais moi, j'ai l'impression que c'est... ouais, ça peut être quelque chose comme ça. C'est poursuivre quelque chose qui est intérieur. Mais après, la bande dessinée, c'est quand même quelque chose de très formel, donc c'est mettre tout ça en forme. C'est comment une sensation, quelque chose d'un peu fugace, on arrive à le, à le mettre en page, en fait, à en faire une histoire, ce qui devient un peu autre chose. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les livres de Chris Ware. C'est des rêves un peu effrayants, hein, franchement. Encore une citation. Mon rêve, c'est plutôt d'être au cœur de l'âme de chaque personnage, de regarder dans l'intime plutôt que le monde. C'est ce que je voudrais arriver à faire dans mes dessins, mais c'est très prétentieux. C'est Sampé qui disait ça. Il y arrivait bien pourtant. Euh, ouais, je trouve que bah, ça illustre bien le travail de Sampé, qui était vraiment un travail autour de l'intime. Et c'était très beau d'ailleurs, parce qu'il y avait toujours des dessins gigantesques de foule avec des personnages tout petits dedans qui étaient écrasés par le décor. Moi, c'est une définition qui me va bien aussi parce que euh, j'aime toujours travailler autour de personnages. Dans ce dernier album, dans ce que nous sommes, c'est aussi euh, c'est une histoire de... C'est une fiction qui parle de notre société dans le futur, mais je ne vais jamais raconter une histoire d'une société, je vais raconter une histoire autour d'un ou deux personnages qui figurent une partie de la société. Euh, c'est toujours, enfin, c'est compliqué de raconter une histoire collective, de raconter une histoire. Dès qu'il y a beaucoup de personnages, on est dans des contraintes monstrueuses. Hein. Quand on écrit un scénario choral, ça m'arrive de le faire pour Titeuf, où tout à coup il y a beaucoup de personnages, mais en termes d'écriture, on s'essouffle assez vite, et je pense pour les lecteurs aussi, parce qu'on zappe d'un personnage à un autre, et il faut toujours se souvenir de qui est qui. Encore que dans la bande dessinée, on a cet avantage que tous les personnages on a un repère visuel, mais quand c'est dans du roman, je trouve qu'un roman choral, dès qu'on dépasse 5 ou 6 personnages, ça devient un peu une épreuve de mémoire. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Oh la vache. Euh, je pense qu'il y a un problème qu'on peut toucher un petit peu quand on écrit des histoires. C'est le fait qu'on ne se comprend pas du tout entre humains. On ne comprend pas les gens avec qui on vit, et donc on a toujours une posture un peu agressive envers les gens qui sont différents de nous. On a peur des gens qui viennent de l'ailleurs, on a peur des gens qui ont une autre génération, on a peur des gens qui ont un autre statut social, et on vit dans une espèce souvent de méfiance qui rend notre société un peu malade. Et je pense que de raconter des histoires, c'est-à-dire de permettre à des lecteurs de vivre pendant une heure ou quelques jours dans la peau de quelqu'un qui ne sont pas du tout, c'est une manière d'approcher cette chose-là. Et c'est peut-être un super pouvoir, une responsabilité qu'ont les auteurs, c'est d'emmener les lecteurs dans des réalités qui sont autres. Selon ce que dit Ezel dans votre dernier album, Ce que nous sommes, l'homme est-il une espèce qui ne trouve pas sa place dans le monde? Oui, je pense. Je pense que c'est vraiment une question qui devient de plus en plus forte, parce que pendant quand même des siècles, on a eu cette idée prédominante que l'homme était créé par Dieu, et donc qu'il était là pour gérer le monde, qu'il était là pour être responsable un peu de toutes les autres espèces. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, en tant qu'espèce responsable, on est assez irresponsable, qu'on n'est peut-être pas l'espèce supérieure et dominante qu'on pensait, qu'il y a beaucoup d'autres espèces du vivant qui sont peut-être plus au point que nous, en tout cas plus à même de comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est une énorme remise en question pour l'humain, parce qu'on se dit au fond, tout semble avoir une fonction sur Terre. Les végétaux interagissent avec les animaux.
l'eau, la pierre, le minéral, tout est connecté, on l'apprend de plus en plus, on le comprenait, on le savait dans une sagesse populaire probablement avant, on l'apprend maintenant aussi avec la science, puisqu'on sait que les arbres communiquent avec les animaux, qu'il y a une préscience, par exemple, quand on a vu que quand il y a eu ces grands tsunamis, les végétaux ont réagi avant l'arrivée du tsunami, les oiseaux sont partis. Il n'y a que l'homme qui est là à faire des photos avec son iPhone en se disant ah, génial, une grosse vague. Donc on est vraiment déconnecté de tout ça. Et ouais, je pense qu'on a cette question à se poser, de se dire au fond, quelle est notre fonction sur quelle est notre fonction sur cette terre? Est-ce qu'on a on est censé, on a quand même c'est le propos du livre, un cerveau qui est extrêmement développé, donc est-ce qu'il sert uniquement au fond à notre loisir, à notre occupation? On se rend compte de plus en plus qu'on n'est pas très utile, c'est-à-dire qu'on va être, dans les années qui viennent, progressivement remplacé par des robots, par des machines. Le travail qu'on fait va être confié à des machines qui le feront mieux que nous. Donc nous, on va nous proposer de plus en plus des loisirs pour nous occuper, mais si notre fonction sur Terre, c'est uniquement d'être là et qu'on nous occupe pour pas qu'on s'ennuie, c'est un petit peu... c'est pas très ambitieux, quoi. Donc moi j'ai l'impression qu'on a autre chose à jouer dans cette partition terrestre, mais j'ai malheureusement pas de réponse à cette question, mais ce récit ouvre, disons, des questions, des portes sur cette thématique, avec quelque chose... Moi je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je pense qu'on va trouver, je pense qu'on a les moyens de trouver un petit peu la raison de notre présence, en fait. On est les derniers arrivés, c'est ça qui est un peu spécial, en fait. On est les derniers arrivés sur Terre, donc les plus optimistes diront qu'on n'a pas encore trouvé vraiment à quoi on sert. Avec quel artiste décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Il y en a plein. Oh mon Dieu, j'adorerais retrouver Franquin, qui était un dessinateur formidable, qui a créé Gaston Lagaffe, le marsupilamier, qui était le dessinateur de Spirou pendant des décennies, qui était un personnage très attachant, que j'ai eu la chance de rencontrer un peu avant sa mort. Mais j'étais tout jeune et timide, donc j'ai pas osé lui demander grand-chose. Mais il fait partie de ces gens qui ont fait la bande dessinée, qui ont construit la bande dessinée, ça n'existait pratiquement pas, et ils en ont créé tous les codes, en prenant un peu dans la littérature, dans le cinéma, dans le théâtre, et ils en ont fait quelque chose qu'eux appelaient un artisanat un peu bâtard. Aujourd'hui, c'est le 9e art. Donc nous, on a de la chance, on arrive dans une période où la bande dessinée est considérée comme quelque chose de très respectable. Eux, c'était quelque chose de peu honteux. On leur demandait toujours s'ils allaient un jour grandir et faire quelque chose de plus sérieux. Donc j'aimerais bien retrouver cet homme. Quel est le meilleur moment pour dessiner? Tout le temps, en fait. Moi, j'ai besoin d'une table et puis je peux dessiner. Enfin, même sur mes genoux, je peux dessiner, en fait. Même ici, je pourrais dessiner. Ce serait pas très poli parce que je vous parlerai plus, mais j'aime dessiner dans le train, j'aime dessiner... Après, ça dépend de ce qu'on dessine. Moi, je suis un dessinateur assez compulsif. Je remplis des carnets de ce que je vois, en fait. Ça a quelque chose d'un peu maladif, parfois, le dessin. C'est-à-dire que j'ai besoin de dessiner le monde pour le comprendre, pour m'y sentir bien. Je pense que c'était, quand j'étais enfant, une solution de repli un peu. C'était dessiner pour qu'on me laisse tranquille, et puis pour faire quelque chose et qu'on ne vienne pas m'embêter. Et petit à petit, c'est devenu une respiration. Donc je vais dessiner quand je suis dans la rue, quand je suis... parfois parce que je vois des choses qui sont... je me dis, il faut absolument que j'attrape ce truc. Comment c'est fait? Et puis parfois simplement parce que j'ai une envie physique de dessiner, donc je vais sortir un carnet puis je vais dessiner ce qui est autour de moi, ou aller chercher un truc, ou par exemple dans ce genre d'endroit, quand je suis dans un festival où il y a beaucoup de monde, j'adore, parce que je me pose dans un coin et je dessine les gens qui passent. Et je remplis des carnets de têtes, de corps, de pas, de démarches. Il n'y a pas deux personnes qui sont fabriquées pareil, donc c'est un plaisir infini. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Si vous voyez ma maison, c'est un casse-tête parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais je pense que
je serais dans un... il faut réfléchir à ça avant, parce que sinon on est dans une espèce de panique. En fait, je me suis rendu compte que jusqu'à 40 ans, 50 ans, j'ai accumulé beaucoup de choses, un peu physique, et que là, le mouvement, ce serait plutôt d'arriver à se débarrasser de beaucoup de choses, donc à réduire un petit peu la voilure. Là, ce serait très compliqué, parce il y a beaucoup de choses. Il y a des dessins que j'ai envie de garder, il y a des dessins qu'on m'a offerts de gens que j'aime beaucoup, que j'aimerais garder. Il y a une guitare que j'aime beaucoup, il y a des carnets dans lesquels j'ai justement rempli de dessins et d'écritures que j'aurais envie de garder, mais au fond, rien n'est vraiment indispensable. Donc, je pense que je filerai avec mon crayon. Comment dessine-t-on un personnage? Alors là, ça dépend. Par exemple, dans cet album, dans ce que nous sommes, qui est la partie réaliste de mon dessin, j'ai besoin de dessiner d'après nature. C'est pas un dessin que j'imagine. Donc j'ai besoin de trouver des gens qui vont figurer mes personnages. Alors je fais un casting comme pour un film. J'ai mon scénario et je vais me dire tiens, tel personnage, je l'imagine un peu comme ça, comme ça. Puis après, je vais trouver des gens qui ressemblent à ces personnages et je vais leur demander s'ils sont d'accord de poser pour moi. Et donc ils vont poser comme ça, j'ai mon storyboard, donc je vais leur dire quelle position. Je vais dire, bah là, imagine que tu es en train de boire ton thé, que tu viens apprendre une nouvelle terrible. Et je vais les dessiner, les prendre en photo, et c'est ce qui va constituer la base de mon dessin. Si c'est Titeuf ou si c'est mon dessin plus humoristique, ça c'est complètement différent. C'est un dessin qui est plus automatique, donc je peux dessiner tout seul, j'ai pas besoin de... J'ai trouvé personne qui ressemblait à Titeuf, de toute façon, qui pouvait poser pour moi. Mais j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui pose. Tandis que là, j'ai besoin, et c'est une partie que j'adore aussi, dans le dessin, c'est l'observation. Donc c'est à la fois pour les décors, mais pour les gens, de les mettre en situation, puis de les dessiner. Parce qu'on va jamais dessiner, justement, il n'y a jamais deux personnes pareilles, mais on va jamais... vous allez tous vous comporter différemment quand vous lisez un livre. Personne ne tient exactement de la même manière un livre. Et c'est ce qui rend la mise en scène d'une histoire réaliste intéressante. C'est que le personnage, il va avoir une manière de le faire qui lui sera propre. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors là, j'ai pris de l'avance parce qu'on en a parlé juste tout à l'heure avec mon ami. Et ce qui me rend heureux, c'est d'avoir des projets. Il y a des projets que j'aime et il y en a tout le temps. Et c'est fatigant et en même temps, le bonheur, c'est ça pour moi. C'est de préparer des livres, de faire de la musique, de préparer des expos, de réfléchir à des histoires. Et j'arrive pas à me dire que je vais arrêter de me reposer parce qu'en fait, je m'ennuie tout de suite. J'ai tout de suite envie de le faire. Alors c'est un peu... voilà. C'est mon moteur du bonheur. Comment imaginez-vous les années 2050 ? Un petit peu comme dans cette histoire, en fait. Voilà, ça se passe même en 2130, je crois. Mais j'imagine qu'on va être de plus en plus assisté par des machines, en fait, de plus en plus. On va de moins en moins travailler parce qu'on sera moins utile au fonctionnement du monde qu'on a construit. Et l'enjeu, ce sera de savoir qu'est-ce qu'on va faire de nous, en fait. Si on ne sert plus à quelque chose, il faut qu'on trouve... Moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une utilité pour vivre. Si on a le sentiment de servir à rien, c'est très, très déprimant comme truc. Et pendant longtemps, je me suis dit, nous, on est à l'abri, les artistes, on est à l'abri parce que, voilà, on invente des histoires, c'est merveilleux. Donc on échappe un petit peu à ce monde du travail qui va être petit à petit remplacé par des machines. Mais en fait, j'ai vu des bandes dessinées créées par l'intelligence artificielle, j'ai lu des scénarios faits par l'intelligence artificielle, et je pense qu'on a beaucoup de soucis à se faire. Ouais. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, je continuerai à en faire, je l'ai fait parce que j'aime faire ça, mais pendant que j'écris une histoire, un ordinateur programmé va en écrire 1000. Alors sur les 1000, il y en aura peut-être 990 qui seront nuls, mais il y en aura quand même 10 qui seront vachement bien, pendant que j'en aurai fait une. Et je ne suis pas persuadé qu'on peut se réfugier derrière le fait qu'on est humain et qu'on ne pourra jamais nous égaler. Je pense que oui, on peut, en fait, parce qu'on peut...
si on analyse toutes les histoires qui ont été écrites sur un siècle, ce qui est impossible à faire pour nous, mais qui est possible à faire pour une machine, elle peut en générer d'autres. Et il y a quand même des codes qu'on retrouve dans la manière de raconter des histoires et de les écrire, qui sont là chez pratiquement tout le monde. Et après, on a des petites choses qui font la singularité d'un auteur, mais ben voilà, est-ce qu'on arrivera à rester vraiment... ou est-ce qu'on vivra dans un monde où même la culture sera complètement fabriquée par des machines? Je suis très curieux de voir ça. J'espère que je serai encore là. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Je crois tous les autres, en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Les tripes à la milanaise. Pourquoi dessinez-vous? J'ai plusieurs réponses. J'en ai une qui dure 3 jours et une qui dure 2 minutes. Mais je dessine je dessine parce que j'aime ça, et j'aime ça parce que c'est ma manière de comprendre le monde. C'est ma manière de traduire le monde. En fait, je pense que la plupart des gens, ils regardent le monde et puis ils le comprennent. Et les dessinateurs, ils ne comprennent pas du premier coup. Ils sont obligés de leur dessiner pour comprendre comment ça marche. Donc on a cette espèce de fabrique d'images qui nous permet d'appréhender les choses pour toutes sortes de raisons. Pour le rendre un peu différent, un peu plus adapté à notre compréhension. C'est un travail infini, en fait, de dessiner ce qui nous entoure. On n'est jamais arrivé, en fait. Et ça, c'est génial, en fait, de faire quelque chose qui a jamais de fin. Souvent, on me demande souvent, mais alors, c'est votre meilleur album? Est-ce que vous pensez que vous avez fait tous les albums que vous deviez faire? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous arrêter là? C'est une question qui n'existe pas, en fait. On s'arrête parce que physiquement on s'arrête, parce que la vie s'arrête, mais dessiner, c'est quelque chose qui est comme une respiration. On le fait jusqu'à la fin, je pense. Qui choisiriez-vous pour illustrer un nouveau billet de banque? C'est pas évident parce que tous les gens auxquels je pense, c'est des artistes visuels, donc c'est pas moi qui devrais les dessiner sur un billet de banque, il faudrait reprendre leur univers visuel. J'aimerais bien voir Gérald Poussin sur un billet de banque, en fait. Je pense que ça ferait des vachement beaux billets. Comment commence-t-on un album? Pour ma part, souvent, le départ, c'est ou une insomnie ou une promenade. En fait, c'est un moment où je suis dans une espèce de rêverie et l'histoire arrive souvent par du dialogue. Et donc l'histoire commence à se dérouler et je marche ou je suis dans mon lit et j'attends de m'endormir. Et là, si c'est une insomnie, je sais que c'est foutu, je ne me rendormirai pas parce que l'histoire me prend et puis elle arrive petit à petit. Donc il faut là, c'est un peu comme une chanson d'enfance comme ça. C'est-à-dire qu'on doit à chaque fois, dès qu'on avance, recommencer depuis le début pour ne pas oublier. Et puis après, il faut la noter. Donc j'ai des carnets dans lesquels je vais noter des morceaux d'histoire, des fois des scénarios. Par exemple, pour The End, l'album sur les arbres qui est sorti avant, l'histoire est arrivée en une nuit en entier. Donc j'ai eu ça pendant des heures et puis je me suis levé, j'ai noté toute mon histoire. Parfois c'est juste un morceau, parfois c'est une scène ou 2 scènes fortes de l'histoire. Je vais noter et puis après, à partir de ça, c'est construire. Donc commencer à faire le découpage, trouver nos personnages, faire notre casting. Et après, il y a tout un jeu de je mets cette scène avant celle-ci, je coupe. Et moi, en fait, j'écris en dessinant. C'est-à-dire que mon histoire, elle est immédiatement faite sous forme de bande dessinée, d'une bande dessinée faite assez rapidement, qu'on appelle un storyboard. Et je vais faire plusieurs versions de mon storyboard en découpant, en recollant des choses. Donc maintenant, je le fais sur ordinateur. Mais avant, c'était des carnets, donc il y avait des couches et des couches, donc il y avait des pages qui étaient épaisses comme ça parce que j'avais recollé des cases dessus. Et puis il va y avoir, pour cet album, il y a eu 17 versions du storyboard. Et puis à un moment, je me dis, ok, c'est celle-là. Généralement, j'ai besoin d'un éditeur pour qu'il le lise avec moi, en l'occurrence d'une éditrice avec qui je travaille là, qui me dit, celle-ci, elle est super, fais celle-là. Parce qu'elle sait qu'autrement, si elle ne me dit pas, je vais continuer ça pendant encore des années. Donc il y a un moment, il faut dire stop, et puis après, c'est plus que du dessin. Mais l'idée qui arrive,
c'est toujours assez mystérieux en fait. Une idée, elle vous tombe dessus presque, on ne va pas la chercher. Moi je ne me suis jamais dit, je veux écrire une histoire à propos de ça. Même pour Titov, quand je fais du gag, en fait, l'histoire elle arrive, l'idée elle vous attrape. Et puis après on est capable de la prendre et d'en faire quelque chose ou pas. Et je crois que c'est Tom Waits qui disait, qui est un chanteur qui a composé énormément de chansons magnifiques, et il disait un truc que j'adore, il dit quand une chanson me tombe dessus, je regarde, s'il est trop compliqué, je la renvoie à Leonard Cohen. Et voilà. Donc des fois il y a des idées qui passent et on les prend pas et c'est quelqu'un d'autre qui les prendra, mais j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui est dans l'air comme ça. Et parfois on est plusieurs à avoir la même idée aussi, mais on va la traiter différemment. Mais c'est quelque chose qui est, pour moi, souvent un peu... c'est plus le fait d'être réceptif que d'être volontaire. Voilà. J'ai tout dit. Je vous remercie. Vous faites que les storyboards à la main ou vous dessinez aussi sur tablette, graphique ou autre matériel? Alors je dessine sur tablette, donc c'est quand même le geste de dessiner. Mais j'aime bien, tous mes albums sont dessinés sur du papier. J'aime le crayon, maintenant il y a des tablettes qui reproduisent le grain du papier, mais je me dis toujours que c'est un petit peu crétin parce qu'au fond il y a du papier, donc pas besoin qu'on reproduise le grain du papier. Mais peut-être que si on est sur une île déserte ou qu'on se promène beaucoup et qu'on n'a qu'une tablette, c'est génial. Pour le moment, moi, je l'utilise que pour le storyboard parce que ça me permet d'être plus rapide dans mes corrections. Sébastien, il se demande, notre fils, pourquoi Titov, il a une mèche comme ça, relevée. Pourquoi il a cette coiffure? Ok. C'est venu un peu bizarrement aussi. En fait, quand j'ai créé Titov, il y avait une chose que je détestais dessiner, c'était les cheveux. Et quand vous faites de la bande dessinée, il y a des choses qui sont vraiment pénibles, c'est les cheveux, les lacets, tout ce qui est ultra répétitif. Parce que déjà la bande dessinée, c'est vous allez dessiner votre personnage 100 fois, 1000 fois. Donc, par exemple, c'est une très mauvaise idée, je donne le truc pour les jeunes dessinateurs, de faire un personnage qui a un pull à carreaux. Parce que la première fois que vous le dessinez, vous allez dire « Waouh, c'est cool !» La millième fois, vous allez avoir vraiment une allergie au pull à carreaux, c'est affreux. Donc, je trouvais toujours des trucs pour que les chevelures soient plus faciles à dessiner, plus rapides. Et j'avais trouvé cette petite mèche comme ça, qui est une sorte de mélange de la mèche de Tintin. Et je me suis aperçu très longtemps après que c'était aussi la mèche de Bip Bip, l'oiseau qui est poursuivi par Coyote Will, pour ceux qui se souviennent de ce dessin. Donc voilà, c'est une espèce de mélange des deux, et puis c'était bien pratique. Et voilà, il a toujours cette coupe.